Jean-Bertrand Aristide est une figure politique controversée qui a marqué l'histoire d'Haïti depuis les années 1990. De prêtre catholique à président élu, son parcours est jalonné de moments de popularité, de contestation, de renversement et d'exil. Dans ce documentaire, nous allons examiner la vie et la carrière de Jean-Bertrand Aristide en mettant en lumière son impact sur la vie politique haïtienne et le contexte complexe qui a entouré son ascension au pouvoir. Jean-Bertrand Aristide est né le 15 juillet 1953 à Port-Salut, une petite ville du sud d'Haïti. Il a grandi dans une famille modeste. Son père est décédé 3 mois après sa naissance. Sa jeunesse a été marquée par la pauvreté et l'injustice sociale, des expériences qui ont fortement influencé ses convictions politiques ultérieures. À l'âge de 5 ans, il commence sa scolarité chez les frères salésiens de Port-au-Prince, puis au collège Notre-Dame du Cap-Haïtien. En 1974, il entre au noviciat salésien de La Vega en République dominicaine pour son initiation comme prêtre. Après cela, il retourne à Port-au-Prince et poursuit des études en psychologie et en théologie. En 1982, Aristide est ordonné prêtre de l'Église catholique. Quelque temps après, il est nommé curé de l'Église Saint-Jean-Bosco, dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Il crée dans la foulée un orphelinat appelé La Famille c'est la vie, pour venir en aide aux enfants défavorisés. Aristide est devenu une voix éminente en faveur des pauvres et des marginalisés, prêchant la théologie de la libération et critiquant ouvertement les élites économiques et politiques du pays et l'impérialisme américain. Le 11 septembre 1988, il échappe à un massacre perpétré à l'église Saint-Jean-Bosco. Pendant la messe, des hommes armés pénètrent dans l'église et tuent plusieurs personnes et blessent de nombreux autres avant d'incendier entièrement l'église. Le père Jean-Bertrand Aristide a eu le temps de s'échapper. Cet événement tragique, connu sous le nom de massacre de Saint-Jean-Bosco, a contribué à construire le mythe de Titide comme le Messie invincible envoyé pour sauver les masses populaires. En décembre 1988, Aristide est exclu de sa congrégation par les responsables salésiens. Ces derniers qualifient les activités politiques du prêtre d'incitation à la haine et à la violence, en contradiction avec son rôle d'ecclésiastique. Cette sanction ne va pas l'ébranler, car il a des ambitions beaucoup plus grandes. En 1990, Jean-Bertrand Aristide est choisi comme candidat à l'élection présidentielle par le Front national pour le changement et la démocratie, FNCD. Le FNCD était alors un mouvement de centre-gauche qui voulait barrer la route à la candidature de Roger Lafontaine, ancien ministre et chef des Tontons Macoutes sous le règne des Duvalier. La campagne du candidat Aristide est axée sur la promesse de lutter contre la pauvreté, la corruption et l'injustice sociale, ce qui a galvanisé un large électorat. En décembre 1990, il a remporté une victoire écrasante avec 67% des voix face à Marc Bazin, ancien ministre de Duvalier et haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Avant même son investiture comme président, une tentative de coup d'État a eu lieu au Palais national. Roger Lafontaine s'est emparé du pouvoir et se déclare président. Un grand nombre de partisans d'Aristide ont envahi les rues en signe de protestation. Un groupe de soldats sous le commandement de l'officier Gérard Salomon a mis en échec le coup d'État et a procédé à l'arrestation de Roger Lafontaine. Aristide prête serment le 7 février 1991. L'ascension de Jean-Bertrand Aristide au poste de président d'Haïti, malgré son statut de prêtre catholique, est un événement marquant de l'histoire politique du pays. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il était un prêtre catholique qui s'était fortement impliqué dans les mouvements de base en Haïti. Il a prononcé des sermons ardents contre l'injustice sociale, la pauvreté et la répression sous le régime du président Jean-Claude Duvalier. Et cela n'a fait qu'accroître sa popularité. Les discours d'Aristide ont attiré l'attention et le soutien des masses populaires, en particulier des pauvres des bidonvilles de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Sa rhétorique antigouvernementale et son appel à la justice sociale ont résonné chez de nombreux Haïtiens qui aspiraient à un changement politique radical. Mais maintenant qu'il est devenu président, il va falloir qu'il redresse le pays. Aristide est vite dépassé par les événements.
À peine arrivé au pouvoir, le président doit faire face à des défis, mais aussi et surtout à de nombreux opposants. En tant que nouveau président d'Haïti, Aristide ne cherche pas à réconcilier le pays. Au contraire, il divise. Il invite ses partisans à se livrer au lynchage d'anciens macoutes ou ceux désignés comme tels. Pas négliger Balsal mérité. Pas négliger Balsal mérité. Outils nous n'amènent, instruments nous n'amènent, constitution nous n'amènent. Pas négliger Balsal mérité. Appareil nous n'amènent, tirouel nous n'amènent, crayon nous n'amènent, constitution nous n'amènent. Pas mérité Balsal mérité. 291 langues qui chita dans méthothèque, ma côté pas de cheveux a dit, ma coûte pas la donne, ma coûte pas la donne, pas négliger, Balsal mérité. Tout partout dans quatre pays, n'a veillé, n'a prié, l'Enkebeyoun, pas négliger, Balsal mérité. Allons belles outils, allons bel instrument. Allons, bel appareil, li bel lichel bel bourdin, li bandal en pépin le bozor, li senti bon tout côté au passé, on vit respirer, li chita nan maman loi pays qui dit ma coûte pas la donne, ça le principal, c'est li pour pas de ville chercher. Le 30 septembre 1991, moins d'un an après son entrée en fonction, Jean-Bertrand Aristide est renversé par un coup d'état militaire. Le président destitué à la vie sauve grâce à la fidélité de quelques officiers et à l'intervention de diplomates étrangers. Je suis sorti de ma résidence sous la pluie des balles, des rafales de balles. On a laissé ma résidence et on s'est rendu au Palais national. Et là, on était attaqué par les hommes du général Cédras. Finalement, j'ai été conduit au quartier général où il se trouvait, ce général. Et ce n'est qu'après de bonnes heures que j'étais conduit à l'aéroport pour être transporté par un avion vénézuélien à Caracas, et ceci grâce à l'appui de la communauté internationale. Le coup d'État contre Aristide est suivi d'une répression sanglante et brutale de la population ainsi que de ses partisans. Le commandant en chef de l'armée d'Haïti, le lieutenant-général Raoul Cédras, prend la tête du nouveau pouvoir de facto. Ce coup d'État de 1991 marque le début d'une période d'instabilité politique en Haïti, avec des gouvernements de facto, des tensions sociales et une répression continue. Par son amateurisme et son manque de leadership, Jean-Bertrand Aristide a contribué à diviser le pays. Ses diatribes revanchardes et populistes et sa glorification de l'usage du perlebrun ne faisaient qu'attiser la haine sans proposer une véritable politique susceptible de changer la situation des gens. Pendant son exil, Aristide reste aux yeux de la communauté internationale le président élu d'Haïti. Le 4 octobre 1991, il est reçu à la Maison-Blanche par George Bush et 3 ans plus tard par Bill Clinton. Pendant cette période, en dehors du pays, le président maintient sa base de soutien en Haïti et appelle à son retour au pays. Sous la pression de la communauté internationale, notamment des États-Unis, Aristide est rétabli au pouvoir le 15 octobre 1994 à la suite d'une intervention militaire internationale. En avril 1995, avec le souvenir amer du coup d'État de 1991, le président Aristide dissout l'armée. Par ce geste radical, il entend mettre fin à la culture des coups d'État. En 1995, la date des élections présidentielles approche pour élire un nouveau président. Aristide est tenté de rester au pouvoir au motif de récupérer ses 3 années passées en exil. Fin novembre, alors que la campagne des élections présidentielles commence, le gouvernement américain insiste pour que Jean-Bertrand Aristide respecte la Constitution d'Haïti de 1987 qui lui interdit d'exercer 2 mandats consécutifs, malgré ses 3 années d'exil. Contraint, Aristide accepte de se retirer et annonce son soutien à la candidature de René Préval qui va remporter les élections. En janvier 1997, Jean-Bertrand Aristide fait enregistrer un nouveau parti politique, Famille Lavalas, distinct de l'organisation politique Lavalas OPL qui soutient René Préval. En décembre 2000, Jean-Bertrand Aristide est élu président de la République
mais les élections sont contestées par l'opposition. Le deuxième mandat d'Aristide est tumultueux, avec des troubles politiques croissants et des manifestations de l'opposition exigeant sa démission. Son gouvernement est affecté par des accusations de corruption et par une situation économique très délicate. L'autoritarisme du gouvernement se fait de plus en plus jour et la liberté de la presse devient une menace pour le pouvoir. Les hommes de main d'Aristide, organisés en bandes armées et connus sous le nom de Chimères, sèment la terreur en Haïti. Venus des quartiers populaires de La Saline, de Bel-Air et de Cité-Soleil, ces chimères étaient souvent composées de jeunes issus des quartiers défavorisés. De leur côté, les partis d'opposition regroupés au sein de la Convergence démocratique s'associent au groupe des 184, ensemble d'associations se réclamant de la société civile dirigée par l'homme d'affaires André Aped, l'un des principaux financeurs de l'opposition anti-Aristide. L'opposition choisit une lutte frontale contre le pouvoir en multipliant les manifestations et en refusant de participer aux élections. En 2003, une rébellion antigouvernementale débute à la suite de l'assassinat près des Gonaïves d'Amio Météé, allié du pouvoir et chef du gang l'Armée des Cannibales, auteur de nombreuses exactions condamnées par la communauté internationale. À la suite de son assassinat, ses proches ont accusé Aristide d'avoir voulu se débarrasser d'un allié trop encombrant. Le frère d'Amio Météé, Buteur Météé, va prendre la tête d'une rébellion armée réunie au sein du Front pour la libération et la reconstruction nationale. Les rebelles, pour beaucoup d'anciens militaires, lancent régulièrement des raids dans le plateau central et dans le nord, exécutant des partisans d'Aristide et des représentants du gouvernement. Dans la foulée, d'autres personnalités vont rejoindre le mouvement, comme l'ancien commissaire Guy Philippe, qui sera par la suite inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue, et aussi Louis Jodel Chamblin, ancien tortionnaire et chef de la milice Front pour l'avancement et le progrès haïtien, FRAPP. Le 29 février 2004, Jean-Bertrand Aristide quitte Haïti à bord d'un avion américain. Pour Aristide et ses partisans, il s'agissait là d'un enlèvement. Son départ a créé un vide politique qui a conduit à une intervention militaire des troupes américaines puis des troupes françaises basées en Guyane. Après le départ d'Aristide, le président de la Cour de cassation, Boniface Alexandre, assume les fonctions de président de la République et l'économiste Gérard Latortue devient Premier ministre de la transition. Afin d'exiger le retour de leur chef, les partisans d'Aristide lancent l'opération Bagdad. Des groupes armés sèment la terreur dans tout le pays en ouvrant le feu sur les passants. Ils tuent, violent et kidnappent les gens. Bilan, plusieurs centaines de personnes exécutées et de nombreux autres kidnappés. Une fois installé, le gouvernement provisoire a diligenté une enquête sur le système de corruption de Jean-Bertrand Aristide. Selon les résultats de l'enquête, les détournements de fonds portent sur au moins 55 millions de dollars. Le secrétariat d'Aristide a tiré plus de 19 millions de dollars auprès de la Banque centrale sans justificatif. Ces sommes ont abouti sur des comptes de sociétés fictives. Une partie des fonds détournés alimentait la Fondation Aristide pour la démocratie. Plusieurs millions de dollars sont détournés des caisses des compagnies publiques, comme la Téléco ou l'APN. De notre côté, plusieurs proches de l'ex-président sont impliqués dans le trafic de drogue. Lors du procès aux États-Unis d'un puissant trafiquant de drogue haïtien du nom de Serge Édouard, l'ancien responsable de la sécurité du Palais national sous la présidence d'Aristide, Auriol Jean, lui aussi impliqué dans le trafic de stupéfiants, déclarait à la justice américaine que Serge Édouard versait de l'argent à la Fondation Aristide. Pour avoir collaboré avec la justice américaine, Auriol Jean a bénéficié d'une réduction de peine. Il est condamné à 3 ans de prison. Après avoir purgé sa peine aux États-Unis, il rentre en Haïti, mais le 2 mars 2015, il sera tué à Port-au-Prince par des bandits armés circulant à moto. Un autre trafiquant de drogue du nom de Jacques Quétan, condamné en 2004 aux États-Unis à 27 ans de prison, a affirmé à la justice américaine que Jean-Bertrand Aristide était le véritable parrain de la drogue en Haïti. Selon le journal Le Monde, Jacques Quétan a déclaré aux enquêteurs américains « Le patron, c'était Aristide. Je l'ai payé durant des années. Il fallait le payer, sinon on mourrait. » Jacques Quétan versait des centaines de milliers de dollars à l'ancien président Aristide pour faire atterrir près de Port-au-Prince des petits avions remplis de drogue.
l'ancien trafiquant de drogue a bénéficié d'une réduction de peine après avoir passé 12 ans en prison. Il a été par la suite expulsé des États-Unis. Après son éviction du pouvoir en 2004, Aristide s'exile en Afrique du Sud avec sa famille pendant plusieurs années. De Pretoria, où il vit désormais, il ne mâche pas ses mots pour critiquer son ex-ami et allié politique René Préval après son élection de 2006. Aristide déclare que l'élection de René Préval est une sélection au cours de laquelle le couteau de la trahison a été planté dans le dos du peuple haïtien. Mais c'est ce même gouvernement de René Préval qui a levé les obstacles qui l'empêchaient de recevoir son passeport haïtien et qui lui a permis de retourner en Haïti le 18 mars 2011, où il est accueilli par de nombreuses personnes. Après son retour en Haïti en 2011, l'ancien président est convoqué à se présenter devant un juge d'instruction pour son implication présumée dans une affaire de blanchiment et de trafic de drogue. Aristide fait alors l'objet d'une enquête judiciaire pour détournement de fonds publics, corruption et trafic illicite de stupéfiants. Une trentaine de personnes sont visées par l'enquête confiée au cabinet du juge d'instruction, dont des proches d'Aristide et des anciens dignitaires de son régime qui sont également sous le coup d'une interdiction de départ. Mais les partisans d'Aristide crient à la persécution politique. Le parcours politique de Jean-Bertrand Aristide est complexe et controversé. D'une part, il a provoqué beaucoup d'espoir à ses débuts pour sa défense des pauvres et des marginalisés. D'autre part, sa mauvaise gestion du pouvoir, son autoritarisme et les accusations de corruption et de crimes ont entaché ses mandats. Jean-Bertrand Aristide est l'espoir trahi, le rendez-vous manqué avec l'histoire.